Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Visa? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà eu à mentionner cette compagnie il y a 9 mois. Je rappelle que c'est une très belle entreprise à avoir dans la watchlist. Ok, c'est une très belle entreprise à avoir dans la watchlist. Donc on a fait le tour du revenu, des marges, etc. Donc ici, vu qu'on a publié les résultats annuels, voilà. Donc ce qu'on va faire, enfin, généralement ces résultats annuels sont publiés au mois de septembre, d'accord, de chaque année. Son année fiscale se termine au mois de septembre. Donc on peut voir ici que pour, en tout cas, sur le dernier trimestre ici, donc au mois de décembre 2022, on a eu des revenus bien plus élevés que ce qu'on avait précédemment au mois de décembre 2021. Donc, il faut souvent les comparer par rapport à la même période l'année précédente. Donc, vous voyez ici qu'on a une certaine croissance des revenus. D'accord. Donc, la croissance est toujours là. Et ce n'est pas la croissance qui sera un problème pour cette compagnie-ci. Au moins, il y a de fortes chances que cette croissance-là perdure dans le temps. Et je pense même que c'est ça l'avancée. Comment on appelle ça? C'est la marge de sécurité, cette croissance-là. Le fait que cette croissance-là soit à peu près stable. OK? Enfin, quand je dis c'est la marge de sécurité, c'est une certaine exagération également. Donc, vous savez que d'habitude, je suis très cheap quand il faut acheter une compagnie. Donc, je veux toujours avoir le meilleur deal possible. Mais il faut également reconnaître qu'il y a certaines entreprises, dépendamment du niveau, du volume de croissance. Si une entreprise ici aujourd'hui, je l'évalue et que je me rends compte que si je l'achète en date d'aujourd'hui, je me rends compte que le prix que je paye aujourd'hui inclut déjà un certain niveau de croissance, disons sur les 3 prochaines années. Mais je sais quand même, d'accord, si la probabilité est élevée qu'après ces 3 années-là, que le volume de croissance reste identique, sinon plus élevé que ça, voilà, ça pourrait quand même être une opportunité d'investissement. OK? Donc, il faut souvent apporter ces petites nuances-là présentement. Donc, comme je dis toujours, je me garde également le droit de me tromper. Donc, on a à peu près au même prix que la dernière fois. La dernière fois, quand on faisait cette vidéo-ci, l'entreprise cotait aux alentours de 220 dollars l'action. Si je ne me trompe pas, on va aller regarder ça ici. C'est Visa. Donc, vous savez comment vous allez rechercher. Hein. Vous tapez juste Visa, Top Invest, comme je l'ai fait ici, et vous allez retrouver la vidéo. Donc, vous avez Visa, on était à 213 dollars l'action. Le marché nous a proposé 180 ou 177 dollars l'action au courant de l'année 2022 ici. D'accord. Donc, je ne sais pas ce que je faisais à cette période-là, mais toujours est-il qu'on avait beaucoup d'opportunités d'investissement. Enfin, on avait des opportunités d'investissement ici et là dans cette période-là. Donc, Visa a proposé un meilleur prix que ça, que par rapport à la première vidéo qu'on avait effectuée ici. Donc, on va faire juste une mise à jour aujourd'hui. OK? Donc, je vais vous épargner le revenu, la croissance, etc. Vous savez déjà comment est-ce qu'on réfléchit. Et pour ceux qui ne savent pas, quand vous arrivez sur ce genre d'entreprise-ci, le revenu, c'est bien. Est-ce que les marges suivent? C'est bien d'avoir des revenus stables et croissants, mais est-ce que les marges suivent? Oui. Et vous devez remarquer une chose, ça c'est la marge brute. On va déjà s'arrêter là quelques instants sur la marge brute. Les amis, vous connaissez combien d'entreprises dans ce monde qui ont des marges brutes, d'accord, de 97%? Je dis, à la limite, on frôle le 100%. Marge brute. Je dis bien marge brute. Comme je le mentionnais tantôt la dernière fois, Visa et Mastercard ont la possibilité d'avoir des marges bien plus élevées que ça. Je dis bien plus élevées que ça. Ces entreprises, je ne serais pas étonné qu'elles puissent avoir des marges de 60%. Vous savez, il y a des entreprises ici qui font tout pour ne pas montrer la véritable rentabilité du business. Enfin, quand on a encore du potentiel de croissance ici, etc. Donc, il faut généralement quand vous entendez parler ici, quand vous entendez le management parler ici, vous vous rendez compte qu'il y a un potentiel d'augmentation des marges. Ça, c'est même pas un problème, en fait, c'est même pas un doute à ce niveau-là. Il y a un potentiel d'augmentation des marges. OK? Et le business ici du secteur des paiements en ligne est vaste. Ça se chiffre ici à plusieurs trillions. Vous savez ce qu'un c'est un trillion, c'est 1000 milliards de dollars, d'euros, comme vous voulez, mais ce qui est sûr, ce n'est pas un trillion de francs CFA. Parce que si on met le trillion de dollars en francs CFA, c'est trop. Ça fait 600 000 milliards. Un trillion d'euros, ça fait 650 000 milliards de francs CFA. Vous imaginez pas ce qu'on peut faire avec ça. Pourquoi que ça reste la même chose. Bref, on n'est pas là pour débattre de ça ici. Donc, 97%. Ça, c'est la marge brute. Hein. Et la marge brute, elle est croissante. Le revenu également est croissant. Ça vous démontre la puissance de cette compagnie-ci. Donc, la majorité des 30 milliards qu'elle récolte ici passe directement en marge brute. Direct. Donc maintenant, il y a quand même des coûts de fonctionnement. Donc généralement, on va aller regarder qu'est-ce qu'on produit ici en termes d'EBITDA. EBITDA ici, c'est voilà, on va se dire ici que c'est les bénéfices opérationnels avant impôt, d'accord, et amortissement. OK? Impôt, intérêt et amortissement. D'accord? Donc, quand on compare ça ici, on voit également que l'EBITDA a tendance à être à peu près stable. On est à 70%. Waouh! La marge nette
Net income, free cash flow, on vérifie si on parle le même langage. Franchement, c'est une belle entreprise, les amis. Franchement, c'est une très, très belle entreprise. Elles sont rares, ce genre d'entreprise. Donc, ce genre d'entreprise-là, c'est tellement rare que quand on... C'est même rarement sous-évalué. C'est le genre de business qu'on pourrait être capable d'acheter parce qu'elle est uniquement correctement évaluée à l'heure actuelle. On n'attend pas qu'elle soit sous-évaluée parce que c'est très rare, mais au moins on sait, enfin, on l'achète uniquement à sa juste valeur parce qu'on sait que, parce qu'il y a de grandes chances que la croissance continue. Je n'aime pas dire qu'on sait, non, non. Il y a de grandes chances que la croissance ici continue. OK? Donc, quand vous remarquez vous regardez ici, free cash flow net income parle le même langage. Avec une tendance ici, les free cash flow représentent même la véritable rentabilité de ce business. OK? Donc, si vous regardez ici, les marges nettes sont aux alentours de 51%. OK, marge nette 51%, free cash flow, on va être à quel niveau? Donc ici, je vais juste arrondir. Voilà, donc c'est pas grave, c'est fermé ici. Donc on va le laisser comme ça. On va le mettre là. Je vais travailler avec autre chose ici. Donc on va aller sur Visa. Je vais prendre 25 fois les bénéfices comme j'avais pris la dernière fois. Je vous ai expliqué pourquoi. OK, ça ne m'étonnerait que ce business se négocie d'ailleurs à moins de 25 fois les bénéfices, donc 4% de rendement. D'accord? Et je vous ai dit ici que les free cash flow sont plus élevés que les net income. D'accord? Naturellement. Mais ici, je vais prendre les net income ajustés, d'accord? Donc, on va prendre ici ce qui est attendu en 2025 parce que c'est un business qui est assez prévisible. On aime les business stables, d'accord? Tout simplement parce que si on a 1 milliard aujourd'hui, il y a de grandes chances qu'on ait encore 1 milliard demain, après-demain et dans les 10 ans qui suivent. Au moins 1 milliard. On ne veut pas des business qui vont ramener 1 milliard aujourd'hui, 2 milliards demain et après ça, on se retrouve à 100 millions, 50. Non, non. On veut des business stables avant tout. Et le propre même d'une entreprise qualitative, c'est pas pour rien qu'on cherche des entreprises qui ont généralement des avantages concurrentiels parce que grâce à ces avantages concurrentiels-là, elle peut maintenir ses marges stables. D'accord? Parce que ça nous permet maintenant de faire des prévisions et on aimerait acheter ce genre de business-là à des prix qui n'impliquent pas une grosse croissance. D'accord? Donc, si on me propose du visa ici en date d'aujourd'hui à 40 fois les bénéfices, il faut vraiment qu'elle ait une croissance exceptionnelle. D'accord? Pour que je puisse regarder, pour que je puisse y investir. Et quand je dis exceptionnel, c'est que je puisse récupérer mon argent au moins sur les 2 prochaines années. Quand je dis récupérer mon argent, c'est-à-dire que par rapport à la croissance qu'on va obtenir, que mes PER tendent à s'ajuster. D'accord? Donc, si je l'achète à 40 fois les bénéfices, dans 3 ans, il faut que ça, le même, par rapport à mon prix d'acquisition, que ces bénéfices-là, obtenus dans 3 ans, représentent à peu près 20 à 25 fois les bénéfices. OK? Donc, pour moi, ça serait déjà une bonne chose. Donc, pour cette compagnie, je regarde également la dette nette. OK, donc dette nette ici, nous sommes à quel niveau? Est-ce qu'on a de la dette nette? On vérifie. Dernier quarter ici, on a 4 milliards 370 divisé par le nombre d'actions ici, ça fait à peu près combien? On est à 2 milliards 10 ici, d'accord? Donc 2 milliards 100, donc 2,10, donc 2 milliards 100 ici. Donc si on divise ça ici, ça va donner à peu près 2 dollars ici et peut-être 20 sous, 15 sous l'action ici en termes. Bon, on va même laisser ça de côté. Disons qu'elle n'a pas de dette nette. Elle en a, mais voilà, ça sert strictement à rien de la lever ici. Juste avec un an de free cash flow ici, elle paye la dette littéralement. Donc on a au rapport 17 milliards par an. Vous pensez que 4 milliards, ça va faire quoi? Je ne sais même pas pourquoi elle en a. Mais elle rachète massivement ses actions. Je dis bien massivement, ligne droite. Donc, j'ai mentionné ceci la dernière fois. L'entreprise ne vous verse pas un gros dividende, mais le retour aux actionnaires est plus élevé que vous le pensez. D'accord? Parce que regardez, shareholder yields. Donc, on va regarder le shareholder yield ici. Donc, yield. Donc, le retour aux actionnaires total ici. Shareholder yield. Donc, enfin, on peut prendre le buyback yield, si vous voulez. Buyback yield ici sur, disons, annuellement. On va le prendre ici. Oui, enfin, c'est déjà noté annuellement ici. Vous vous rendez compte que l'entreprise, si vous prenez le dividende, plus le yield ici sur les 12 derniers mois, l'entreprise vous a reversé à peu près aux actionnaires 3%. Ouais, 3%. Donc en réalité, son véritable, entre parenthèses, dividende est de 3%. 3%. OK? En date d'aujourd'hui. Donc le 0,80 que vous voyez ici, c'est enfin, je dirais pas que c'est bien plus élevé que ça en réalité. Parce que voilà, voilà la véritable information ici. OK? Et encore, quand vous allez regarder cette compagnie-ci, nous avons un business en date d'aujourd'hui qui rapporte sur les 12 derniers mois à peu près 17 milliards 700, d'accord, et cote aujourd'hui une capitalisation de 465 millions. 465 milliards, 465 milliards. Donc ici, soit on a à peu près un rendement des free cash flow ici aux alentours de 3,8%. Donc elle reverse énormément de cash aux actionnaires. La plupart du cash qu'elle rapporte ici, c'est rachat d'actions, versement d'un dividende. Si elle vous versez uniquement le dividende ici, vous aurez eu 3%. Aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui, 3%. Et elle a la capacité de le faire.
Je pense que la priorité, c'est d'abord le rachat d'actions. Parce qu'en fiscalement, c'est plus économique pour vous. D'accord? Fiscalement, c'est mieux par rapport aux dividendes ici. Bref, on continue. Maintenant, on va faire l'évaluation simple. Vu qu'on n'a pas de dette nette et que le business est assez prévisible, que les analystes s'attendent ici à peu près à du 11,28$ d'ici 2025, 11,28$, d'accord, multiplié par 25 fois les bénéfices, ok, il n'y a pas de dette nette, pas de cash net, enfin il y a de la dette nette, mais on préfère juste considérer que c'est zéro ici parce que c'est presque insignifiant. Cette compagnie-ci pourrait valoir aux alentours de 282$ l'action. Ça, c'est par rapport à ce qui est attendu en 2025. OK? Donc, j'aime bien acheter une compagnie de croissance avec un prix qui n'implique pas la croissance. C'est-à-dire que le prix qui n'implique pas la croissance, ce serait 8,47 ici, fois 25 fois les bénéfices, donc ce qui est attendu ici en 2023. D'accord? Ça donne ici 211$ l'action. Donc, cette compagnie, c'est correctement évaluée. Ne prend pas en considération une éventuelle croissance future. OK? Certes, la décote n'est pas exacte. On est à peu près à du 4% et moins de rendement ici. Parce que si on prend 8,47 divisé par le prix actuel, disons à 228, on a à peu près un rendement sur coût de 3,71%. C'est presque rien. Mais sur le même prix par rapport à ce qui est attendu en 2025, et je rappelle que le business est assez prévisible, donc par rapport au prix actuel, OK, on se retrouve avec un rendement de 4,94%. Et ça pourrait également continuer à augmenter parce que la vie ne s'arrête pas en 2025. En tout cas, j'espère pour vous, j'espère pour nous. Donc, au-delà de 2025, cette compagnie-ci pourrait continuer à avoir une certaine croissance. Vous avez vu ici qu'elle a au moins une dizaine de pourcents de croissance. Si elle garde juste 10% de croissance sur les 10 dernières années, elle a plus de 10% de croissance. Je vais vous faire un exemple simple. On va faire ici. C'est très bête. Imaginez que cette compagnie-ci garde 10% de croissance uniquement sur les 10 prochaines années. Ça revient ici à multiplier les bénéfices nets actuels attendus en 2023, disons de 8,47. D'accord, fois 2,59. C'est-à-dire que d'ici, excusez-moi, donc c'est 8,47 fois 2,59. Disons ici, voilà, on va mettre ici 2,59. OK, ça donne ici au total 21, disons 21,93$. Multiplié par, disons, 25 fois les bénéfices. C'est quand même à 25 fois les bénéfices, on se retrouve autour de 548$ l'action. Si on prend en considération le prix actuel qui est de 228$ par rapport au nombre d'années, 10 ans, on peut avoir un rendement ici potentiel de 9% en moyenne, compound. OK? Espéré. Si elle a seulement une croissance de 10%. Actuellement, la croissance est bien plus élevée que ça. On est à 15-20% même. Et ça ne semble pas vouloir s'arrêter. OK? Donc, il faut que cette compagnie est sous-évaluée. Cette compagnie est sous-évaluée. Je pense que le prix actuel est intéressant. Je pense que c'est une entreprise qu'on peut acheter tous les jours tant qu'elle se négocie à un prix en dessous de 280$, en tout cas en date d'aujourd'hui. Je pense. Et vous savez que d'habitude, je n'ai pas l'habitude de faire aussi d'aller au-delà des barrières que je m'impose moi-même. Mais parfois, il faut accepter payer de belles entreprises à un prix, à un prix correct. D'accord? Tout simplement parce qu'on pourrait bénéficier ici de la croissance future. Et la croissance future pourrait être bien plus élevée que ça. Et les marges pourraient être bien plus élevées que ça. Peut-être que je le dis ici parce que je sais que il y a les marges de cette compagnie-ci pourraient même aller aux alentours de 60 à 65%. C'est totalement possible. Oui, c'est totalement possible. En tout cas, je vous encourage à aller lire les rapports financiers sur cette compagnie. C'est une très belle entreprise. Et ça vaut aussi pour Mastercard. OK? Visa, Mastercard, même panier. American Express, même panier. D'accord? Elles ne font pas la même chose de la même façon. D'accord? Si vous hésitez, je prends quoi? Visa ou Mastercard? Mais je prends les deux. Pourquoi je dois choisir? Je vais prendre les deux. Ça ne me dérange pas. Prenez les deux. Franchement, cette entreprise au prix actuel, c'est intéressant. Excusez-moi, la dernière fois, j'étais trop cheap. Mais bon, j'essaie également d'évoluer en tant qu'investisseur. Je sais également qu'il y a certaines entités ici à un certain prix. Franchement, il ne faut pas attendre 100$. C'est déjà bon aujourd'hui. D'accord? Oui, on reconnaît que le rendement espéré ici n'est pas énorme, mais, la croissance pourrait continuer sur les 10 prochaines années. Il y a de bonnes chances que ce soit le cas. On a juste pris 10% de croissance. OK? Bon, comme je le dis ici, tout ceci, voilà. C'est de la masturbation avec des chiffres, ok? Ça peut être très très positif ici, mais il y a toujours des dangers, ok? Donc je vous encourage à aller lire les rapports financiers, à coller l'aspect quantitatif aux éléments qualitatifs que vous allez retrouver dans ce business-ci, ok? C'est une très belle entité. C'est une très 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 belle entreprise à avoir en portefeuille ou bien dans vos watchlists.
Ne soyez pas... Le prix actuel, là, c'est sous-évalué. Il y a de grandes chances que cette compagnie soit sous-évaluée. En tout cas, moi, je pense que c'est une compagnie sur laquelle j'ai commencé à lire il y a quelques semaines aujourd'hui. Et plus je lis, mieux c'est pour moi. Plus je lis sur cette compagnie-ci, plus je l'apprécie. D'accord? Même si je sais que le prix actuel est, voilà, j'aurais voulu payer moins que ça, mais je sais également que je ne surpaye pas aujourd'hui. En tout cas, je ne surpaye pas. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.